Un cri dans la nuit déchire le silence. Une femme courageuse face à l'injustice raciale. Sous le ciel étoilé d'une nuit glaciale, à Augusta, Géorgie, Ana Morales, une lieutenant-colonel décorée de l'armée, roulait sur une route déserte, l'esprit léger, fredonnant une vieille chanson mexicaine. Mais soudain, des gyrophares rouges et bleus perçant l'obscurité dans son rétroviseur. Son cœur s'accélère, non pas de peur, mais d'une rage contenue. Elle sait que sa peau brune et son nom hispanique font d'elle une cible. L'officier James Carter, un homme au regard glacial, s'approche avec une arrogance palpable. Sans un mot d'explication, il prétend que son feu arrière est défectueux, une excuse qu'Anna devine immédiatement comme un mensonge. Lorsqu'elle demande poliment des précisions, Carter ricane, lançant une insulte raciale cinglante. « Les gens comme toi devraient juste obéir. » La colère monte en Anna, ses poings se serrent sur le volant. Ce n'est pas seulement une infraction mineure, c'est une attaque contre son identité, un abus de pouvoir flagrant. Pourtant, elle reste calme, son entraînement militaire la guidant comme une armure. Mais Carter, sentant sa résistance, hausse le ton, ses mots dégoulinants de mépris racial, transformant cette simple halte routière en une confrontation explosive. Cette nuit, Anna n'est pas seulement une conductrice. Elle est une femme mexicaine défiant un système qui cherche à l'écraser, prête à riposter avec une force inattendue. Rejoignez-nous pour découvrir comment cette injustice allume une révolte. Avant de plonger dans cette histoire palpitante, si vous êtes prêt à vibrer avec cette lutte pour la justice, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, un petit like nous fera plaisir. Et restez jusqu'à la fin, une révélation choc vous attend. La nuit s'épaississait sur la route déserte d'Augusta, Géorgie, où les gyrophares de la voiture de police continuèrent de danser dans l'obscurité, projetant des éclairs menaçants sur le bitume humide. Ana Morales, lieutenant-colonel aguerrie, venait de vivre l'humiliation d'une interpellation injuste, son identité mexicaine utilisée comme une arme contre elle. Mais ce n'était que le prélude. Alors que son cœur battait d'une colère contenue, l'officier James Carter, incarnation d'un pouvoir abusif, s'approchait de sa voiture avec une démarche lourde, presque théâtrale, ses bottes claquant sur l'asphalte comme un avertissement. Son uniforme, symbole d'autorité, semblait lui conférer une assurance intouchable, mais pour Anna, il n'était qu'un masque cachant une injustice criante. La tension dans l'air était palpable, un mélange de défis et de menaces, comme une tempête prête à éclater. Carter, le regard chargé de mépris, s'arrêta près de la vitre baissée d'Anna. Sans un mot de politesse, il aboya. « Permis et carte grise !» Sa voix, tranchante comme une lame, portait l'écho d'un racisme à peine voilé. Anna, les mains fermement posées sur le volant, le fixa dans les yeux à travers le rétroviseur. Elle connaissait ce ton, cette posture, cette volonté d'intimider. « Monsieur l'officier, ai-je dépassé la vitesse ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme, ancrée dans la discipline militaire qu'il avait forgée. Carter ricana, ses lèvres tordues par une arrogance venimeuse. « Ton feu arrière est mort », lança-t-il, mais ces mots sonnaient faux, comme une excuse fabriquée pour justifier son acharnement. Puis, sans transition, il ajouta avec un sourire narquois, « Tu devrais savoir que les gens comme toi n'ont pas leur place à discuter avec moi. » Ce « gens comme toi » frappa Anna comme une gifle. La colère bouillonnait en elle, un feu alimenté par des années d'entraînement à garder son sang-froid face à l'adversité, mais aussi par la douleur de savoir que son héritage mexicain était utilisé pour la rabaisser. Elle connaissait ce scénario, un officier abusant de son pouvoir, convaincu que sa plaque le rendait intouchable, surtout face à une femme latino. Mais Anna n'était pas une victime ordinaire. Elle était une soldate, une stratège, une femme qui avait affronté des tempêtes bien plus violentes que l'ego surdimensionné de Carter. « Mes feux arrière ont été vérifiés il y a 2 semaines, répondit-elle, son ton mesuré mais chargé d'une intensité qui trahissait sa rage. Si vous pensez qu'il y a un problème, je peux le faire réparer. Carter, visiblement irrité par son assurance, s'avança plus près, sa main frôlant son arme à la ceinture, un geste calculé pour intimider. « Tu discutes avec moi, hein ?» grogna-t-il, son visage si proche qu'Anna pouvait sentir l'odeur de son chewing-gum à la menthe. « Les Mexicains comme toi croient toujours qu'ils peuvent jouer les malins. » Cette insulte raciale, crachée avec un mépris assumé, fit monter la fureur d'Anna à un niveau incandescent. Elle serra les dents, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Ce n'était pas seulement une attaque,
Un cri dans la nuit déchire le silence. Une femme courageuse face à l'injustice raciale. Sous le ciel étoilé d'une nuit glaciale à Augusta, Géorgie, Ana Morales, une lieutenant-colonel décorée de l'armée, roulait sur une route déserte, l'esprit léger, fredonnant une vieille chanson mexicaine. Mais soudain, des gyrophares rouges et bleus perçant l'obscurité dans son rétroviseur. Son cœur s'accélère, non pas de peur, mais d'une rage contenue. Elle sait que sa peau brune et son nom hispanique font d'elle une cible. L'officier James Carter, un homme au regard glacial, s'approche avec une arrogance palpable. Sans un mot d'explication, il prétend que son feu arrière est défectueux, une excuse qu'Anna devine immédiatement comme un mensonge. Lorsqu'elle demande poliment des précisions, Carter ricane, lançant une insulte raciale cinglante. « Les gens comme toi devraient juste obéir. » La colère monte en Anna. Ses poings se serrent sur le volant. Ce n'est pas seulement une infraction mineure, c'est une attaque contre son identité, un abus de pouvoir flagrant. Pourtant, elle reste calme, son entraînement militaire la guidant comme une armure. Mais Carter, sentant sa résistance, hausse le ton, ses mots dégoulinant de mépris racial, transformant cette simple halte routière en une confrontation explosive. Cette nuit, Anna n'est pas seulement une conductrice, elle est une femme mexicaine défiant un système qui cherche à l'écraser, prête à riposter avec une force inattendue. Rejoignez-nous pour découvrir comment cette injustice allume une révolte. Avant de plonger dans cette histoire palpitante, si vous êtes prêt à vibrer avec cette lutte pour la justice, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, un petit like nous fera plaisir. Et restez jusqu'à la fin, une révélation choc vous attend. La nuit s'épaississait sur la route déserte d'Augusta, Géorgie, où les gyrophares de la voiture de police continuaient de danser dans l'obscurité, projetant des éclairs menaçants sur le bitume humide. Ana Morales, lieutenant-colonel aguerrie, venait de vivre l'humiliation d'une interpellation injuste, son identité mexicaine utilisée comme une arme contre elle. Mais ce n'était que le prélude. Alors que son cœur battait d'une colère contenue, l'officier James Carter, incarnation d'un pouvoir abusif, s'approchait de sa voiture avec une démarche lourde, presque théâtrale, ses bottes claquant sur l'asphalte comme un avertissement. Son uniforme, symbole d'autorité, semblait lui conférer une assurance intouchable, mais pour Anna, il n'était qu'un masque cachant une injustice criante. La tension dans l'air était palpable, un mélange de défi et de menace, comme une tempête prête à éclater. Carter, le regard chargé de mépris, s'arrêta près de la vitre baissée d'Anna. Sans un mot de politesse, il aboya. « Permis et carte grise ». Sa voix, tranchante comme une lame, portait l'écho d'un racisme à peine voilé. Anna, les mains fermement posées sur le volant, le fixa dans les yeux à travers le rétroviseur. Elle connaissait ce ton, cette posture, cette volonté d'intimider. « Monsieur l'officier, ai-je dépassé la vitesse ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme, ancrée dans la discipline militaire qu'il avait forgée. Carter ricana, ses lèvres tordues par une arrogance venimeuse. « Ton feu arrière est mort », lança-t-il, mais ses mots sonnèrent faux, comme une excuse fabriquée pour justifier son acharnement. Puis, sans transition, il ajouta avec un sourire narquois « Tu devrais savoir que les gens comme toi n'ont pas leur place à discuter avec moi. » Ce « gens comme toi » frappa Anna comme une gifle. La colère bouillonnait en elle, un feu alimenté par des années d'entraînement à garder son sang-froid face à l'adversité, mais aussi par la douleur de savoir que son héritage mexicain était utilisé pour la rabaisser. Elle connaissait ce scénario, un officier abusant de son pouvoir, convaincu que sa plaque le rendait intouchable, surtout face à une femme latino. Mais Anna n'était pas une victime ordinaire. Elle était une soldate, une stratège, une femme qui avait affronté des tempêtes bien plus violentes que l'ego surdimensionné de Carter. « Mes feux arrière ont été vérifiés il y a 2 semaines, répondit-elle, son ton mesuré mais chargé d'une intensité qui trahissait sa rage. Si vous pensez qu'il y a un problème, je peux le faire réparer. » Carter, visiblement irrité par son assurance, s'avança plus près, sa main frôlant son arme à la ceinture, un geste calculé pour intimider. « Tu discutes avec moi, hein ?» grogna-t-il, son visage si proche qu'Anna pouvait sentir l'odeur de son chewing-gum à la menthe. « Les Mexicains comme toi croient toujours qu'ils peuvent jouer les malins. » Cette insulte raciale, crachée avec un mépris assumé, fit monter la fureur d'Anna à un niveau incandescent. Elle serra les dents, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Ce n'était pas seulement une attaque personnelle. C'était l'écho d'un système qui, trop souvent,
tolérer l'injustice sous couvert d'autorité. Sortez de la voiture, ordonna Carter, sa voix désormais un cri qui brisa le silence de la nuit. Anna, bien que bouillante de colère, savait que chaque mouvement comptait. Elle ouvrit lentement la portière, ses gestes précis, presque mécaniques, comme si elle se préparait à un combat. En posant le pied sur le sol, elle sentit le froid de l'asphalte à travers ses chaussures, un contraste brutal avec la chaleur de sa rage. Carter, sentant qu'il dominait la situation, s'avança encore, son sourire suffisant révélant son plaisir sadique à l'idée de soumettre une femme qu'il jugeait inférieure. « Retourne-toi, main sur le capot !» aboya-t-il. Anna hésita une fraction de seconde, non par peur, mais parce qu'elle pesait ses options. Elle connaissait ses droits, mais elle savait aussi que cet homme cherchait une excuse pour escalader la situation. « Pour quelle raison ?» demanda-t-elle, sa voix coupante comme un rasoir, défiant ouvertement l'autorité illégitime de Carter. Son audace le prit de court. Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de surprise et de fureur. « Tu te fous de moi ?» hurla-t-il, sa main se posant sur sa radio. « Conductrice non coopérative, besoin de renfort !» lança-t-il, bien qu'aucun renfort ne fût nécessaire. Anna comprit immédiatement son jeu. Il voulait la faire passer pour une menace, justifier son arrestation, la réduire à une statistique. La fureur d'Anna atteignit son paroxysme, mais elle resta immobile, ses yeux brûlants d'une détermination froide. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de l'avoir plié. Soudain, Carter fit un pas de trop, saisissant son poignet avec une force inutile. « Tu es en état d'arrestation !» cracha-t-il, ses mots trempés de venin raciste. Anna, rapide comme l'éclair, esquiva légèrement son emprise, un réflexe de son entraînement militaire. « Arrestation pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix désormais un grondement bas, chargé d'une indignation qui semblait faire trembler l'air autour d'eux. Carter, déstabilisé par sa résistance, sortit ses menottes avec un rictus. « Pour avoir osé ouvrir ta bouche », murmura-t-il, assez fort pour qu'elle l'entende. À cet instant, Anna comprit que ce n'était pas seulement une question de feu arrière ou de procédure. C'était une guerre personnelle, un homme blanc abusant de son pouvoir pour humilier une femme mexicaine qui osait tenir tête. Dans un mouvement brusque, Carter la poussa contre la voiture, les menottes claquant sur ses poignets avec une brutalité délibérée. La douleur aiguë des bracelets métalliques mordant sa peau ne fit qu'attiser la flamme de sa révolte intérieure. Alors qu'il la traînait vers sa voiture de patrouille, Anna sentit une vague de détermination l'envahir. Ce n'était pas seulement son combat, c'était celui de tous ceux qui, comme elle, avaient été ciblés pour leur couleur de peau, leur accent, leur existence même. Carter, enivré par son pouvoir, ne savait pas encore qu'il venait de provoquer une tempête. Anna, menottée mais inflexible, murmura à elle-même « Tu viens de faire la pire erreur de ta vie. » Cette nuit, sur cette route isolée, n'était que le début d'une bataille qui allait ébranler les fondations d'un système corrompu. Anna Morales, avec sa dignité et sa colère, était prête à transformer cette injustice en un cri de ralliement pour la justice, un cri qui résonnerait bien au-delà des frontières d'Augusta. « Restez avec nous, car ce qui suit va vous couper le souffle. » L'écho des menottes claquant sur les poignets d'Anna Morales résonnait encore dans la nuit froide d'Augusta, Géorgie, alors que l'officier James Carter, gorgé d'arrogance et de préjugés raciaux, la poussait sans ménagement vers sa voiture de patrouille. L'humiliation de cette arrestation injuste, motivée par son identité mexicaine, brûlait dans ses veines comme un feu inextinguible. Mais Anna, lieutenant-colonel aguerrie, n'était pas femme à plier sous la pression. Alors que les gyrophares continuaient de lacérer l'obscurité, elle se tenait droite, ses yeux lançant des éclairs de défi à Carter, qui croyait avoir remporté une victoire facile. Ce qu'il ignorait, c'était que cette nuit marquerait le début de sa chute, et qu'Anna, loin d'être une victime, était une tempête prête à tout balayer. Dans l'ombre oppressante de cette route déserte, Anna, les poignets meurtris par les menottes trop serrées, fixait Carter avec une intensité qui semblait percer son armure d'arrogance. Elle avait vu ce genre d'hommes toute sa vie, des figures d'autorité qui, sous le couvert de leur uniforme, se croyaient au-dessus des lois, surtout face à une femme latino. « Tu penses que ta plaque te rend intouchable, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle à voix basse, presque pour elle-même, alors que Carter la poussait vers la portière arrière de la voiture. Sa voix, bien que calme, vibrait d'une colère froide, d'une indignation qui montait comme une vague prête à déferler. Carter, entendant ces mots, se retourna brusquement, son visage déformé par un mélange de surprise et de rage.
Ferme-la, ou je te fais regretter d'avoir ouvert la bouche, cracha-t-il, son ton chargé d'un mépris raciste qui ne faisait qu'attiser le feu dans le cœur d'Anna. Mais Anna Morales n'était pas une femme ordinaire. Formée dans les salles de briefing militaires, endurcie par des missions à haut risque, elle connaissait la valeur de la discipline, mais aussi celle de la résistance. Chaque insulte de Carter, chaque allusion à son origine mexicaine n'était pas seulement une attaque personnelle. C'était une offense à tous ceux qui, comme elle, avaient été ciblés par un système qui tolérait l'injustice. Tu n'as aucune idée de qui je suis, répondit-elle, sa voix tranchante comme une lame, ses yeux plantés dans ceux de Carter. Cette phrase, prononcée avec une assurance glaciale, fit vaciller l'officier l'espace d'un instant. Mais il se ressaisit vite, ricanant avec un dédain assumé. « Oh, je sais exactement qui tu es, une étrangère qui pense qu'elle peut défier l'autorité. » Ces mots, crachés avec un venin raciste, firent bouillir le sang d'Anna. Elle serra les poings, les menottes mordant davantage sa peau, mais elle refusa de baisser les yeux. Soudain, un détail inattendu ajouta une couche de tension à la scène. Alors que Carter la poussait vers le siège arrière de la patrouille, un passant, un jeune homme noir qui roulait à vélo sur le bas-côté, ralentit pour observer la scène. Il sortit son téléphone discrètement et commença à filmer. Anna capta son regard, un échange silencieux mais chargé d'espoir. Ce témoin imprévu, bien qu'à distance, représentait une lueur dans l'obscurité, une chance que cette injustice ne reste pas cachée. Carter, inconscient de ce spectateur, continua son jeu de pouvoir, claquant la portière derrière Anna avec une force inutile. « Tu vas voir ce qui arrive quand on me défie, » grogna-t-il, sa voix tremblant d'une colère mal contenue. Mais Anna, assise sur le siège dur de la voiture, sentait une énergie nouvelle monter en elle. Ce n'était pas seulement sa dignité qu'elle défendait, c'était celle de tous ceux qui avaient été écrasés par des hommes comme Carter. À l'intérieur de la voiture de patrouille, l'odeur de plastique et de désinfectant agressait ses sens, mais Anna restait concentrée. Elle bougea légèrement ses poignets, testant les menottes, qui semblaient être conçues pour punir plutôt que pour retenir. Chaque pulsation de douleur renforçait sa résolution. Elle pensa à sa famille, à sa grand-mère mexicaine qui lui avait appris à ne jamais baisser la tête, à ses camarades soldats qui comptèrent sur son courage. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques », murmura-t-elle à nouveau, ces mots un serment silencieux. Carter, de retour dans son siège, démarra la voiture avec un rictus satisfait. « Garde tes discours pour le juge », lança-t-il, croyant avoir le dernier mot. Mais Anna, à travers la cloison qui les séparait, sentit une force grandir en elle. Ce n'était pas une simple arrestation. C'était une déclaration de guerre contre un système qui protégeait des hommes comme Carter. Alors que la voiture s'éloignait dans la nuit, les gyrophares projetant des ombres dansantes sur la route, Anna ferma les yeux un instant, visualisant le combat à venir. Elle savait que cette nuit n'était que le prélude d'une bataille plus grande. Carter, avec son arrogance et son racisme, avait allumé une étincelle qui allait devenir un brasier. La vidéo prise par le passant, qu'elle ignorait encore, commencerait bientôt à circuler, attirant l'attention de journalistes locaux et d'activistes. Cette injustice ne resterait pas dans l'ombre. Anna, avec sa colère et sa détermination, était prête à transformer cette épreuve en un cri de ralliement pour la justice, un cri qui résonnerait dans tout Augusta et au-delà. Ce n'est que le début. Suivez-nous pour découvrir comment Anna va renverser le pouvoir en place. La voiture de patrouille s'éloignait dans la nuit d'Augusta. Géorgie, ses gyrophares rouges et bleus projetant des éclairs menaçants sur la route déserte. À l'arrière, Anna Morales, lieutenant-colonel de l'armée, était menottée, les bracelets métalliques mordant cruellement ses poignets. La douleur physique n'était rien comparée à la rage qui bouillonnait en elle, une fureur alimentée par l'arrogance raciste de l'officier James Carter. Ce dernier, convaincu de son pouvoir absolu, avait transformé une simple halte routière en une démonstration brutale d'autorité, ciblant Anna pour son identité mexicaine. Mais alors que la voiture roulait vers le poste de police, Anna, loin de se briser, sentait une détermination d'acier s'ancrer en elle. Cette nuit d'humiliation n'était que le prélude d'un combat bien plus grand. Installée sur le siège dur et froid de la patrouille, Anna luttait pour maintenir sa respiration régulière, un réflexe forgé par des années d'entraînement militaire. Les insultes de Carter, « les gens comme toi », résonnaient dans son esprit, chaque mot comme une aiguille enfoncée dans sa chair. Elle n'était pas seulement une femme arrêtée injustement, elle était le symbole d'une communauté entière,
trop souvent réduite au silence par des hommes comme lui. Carter, assis à l'avant, fredonnait un air insouciant, son attitude désinvolte trahissant son assurance qu'il sortirait indemne de cette affaire. « Tu vas apprendre à rester à ta place », lança-t-il soudain, son ton dégoulinant de mépris. Anna ne répondit pas, mais ses yeux, fixés sur la cloison de séparation, brûlaient d'une colère contenue. Elle savait que chaque seconde passée dans cette voiture renforçait sa résolution de faire tomber cet homme. Soudain, un détail inattendu ajouta une tension nouvelle à la scène. Alors que la voiture ralentissait à un feu rouge, Anna aperçut, à travers la vitre teintée, une silhouette familière, une vieille connaissance de l'armée, le sergent Luis Delgado, garé sur le bord de la route dans un pick-up. Leurs regards se croisèrent brièvement et elle vit dans ses yeux une lueur de reconnaissance et d'inquiétude. Il ne pouvait pas intervenir directement, mais Anna savait qu'il ne resterait pas passif. Ce moment fugace, presque imperceptible, ralluma une étincelle d'espoir dans son cœur. Quelqu'un savait qu'elle était là. Quelqu'un qui connaissait sa valeur et son intégrité. Cette pensée attisa sa colère, la transformant en une arme affûtée. Carter, inconscient de cet échange, continuait de parler, se vantant de sa capacité à remettre les gens à leur place. « Les Mexicains comme toi, ajouta-t-il avec un rictus, croient toujours qu'ils peuvent jouer les héros. » Ces mots firent bouillir le sang d'Anna. Elle serra les poings, les menottes râpant sa peau, et murmura à voix basse « Tu ne sais pas ce que tu viens de déclencher. » Sa voix, bien que douce, portait une menace sourde, celle d'une femme qui avait affronté des tempêtes bien plus violentes que l'ego d'un officier corrompu. Carter éclata de rire, croyant avoir brisé sa résistance. « Continue de parler, ça ne changera rien », railla-t-il en accélérant vers le poste de police. Mais Anna, dans l'ombre de la banquette arrière, sentait une force grandir en elle. Ce n'était pas seulement sa liberté qu'elle défendait. C'était la dignité de tous ceux qui, avant elle, avaient été humiliés, réduits au silence, ciblés pour leur couleur de peau ou leur nom. Arrivée au poste, la scène devint encore plus oppressante. Carter la traîna à l'intérieur, ses mains serrant son bras avec une brutalité inutile. Le poste, baigné d'une lumière blafarde, sentait le café rance et la sueur. Les autres officiers, derrière le comptoir, levèrent à peine les yeux, complices par leur indifférence d'un système qui protégeait des hommes comme Carter. Anna, toujours menottée, fut poussée vers une chaise en métal froid. « Assieds-toi et ferme-la », grogna Carter, son sourire narquois trahissant son plaisir à l'humilier. Mais Anna, droite comme un roc, refusa de baisser les yeux. « Tu crois que c'est fini ?» dit-elle, sa voix basse mais vibrante d'une rage contenue. « Ça ne fait que commencer. » Carter, déstabilisé par son assurance, resserra les menottes, un geste mesquin pour réaffirmer son contrôle. À cet instant, un élément dramatique surgit. Un officier subalterne, une jeune femme du nom de Claire Dubois, entra dans la pièce tenant un dossier. Elle hésita, jetant un regard furtif à Anna avant de s'adresser à Carter. « Monsieur, il y a un appel à propos de cette arrestation, » dit-elle, sa voix tremblante. Carter balaya son commentaire d'un geste dédaigneux, mais Anna capta l'éclat d'inquiétude dans ses yeux. Quelqu'un, quelque part, commençait à poser des questions. Était-ce Luis, son camarade de l'armée, qui avait déjà alerté des contacts? Ou la vidéo du passant, qu'elle ignorait encore, commençant à circuler? Peu importait. Ce moment marquait le début de la chute de Carter, et Anna le savait. Alors qu'on l'emmenait vers une cellule, Anna sentit une vague de détermination l'envahir. Chaque pas, chaque cliquetis des menottes, renforçait sa conviction. Elle n'était pas une victime. Elle était une guerrière, prête à exposer les failles d'un système qui permettait à des hommes comme Carter de prospérer. Cette nuit, dans cette cellule froide, elle jura de transformer cette injustice en un cri de révolte, un cri qui résonnerait dans tout Augusta et au-delà. Si cette histoire d'injustice vous révolte, laissez un commentaire avec le mot « justice » et partagez cette vidéo pour amplifier la voix d'Anna. Restez avec nous, car la suite promet une confrontation explosive qui ébranlera tout un système. La lumière crue du poste de police d'Augusta, Géorgie, s'éteignait derrière Anna Morales alors que l'aube pointait, annonçant une nouvelle bataille. Après une nuit d'humiliation dans une cellule froide, menottée injustement par l'officier James Carter, Anna, lieutenant-colonel de l'armée, n'était pas brisée. Au contraire, sa rage,
nourrie par les insultes racistes de Carter et l'injustice de son arrestation, brûlait plus fort que jamais. Alors qu'elle était escortée hors du poste, ses poignets encore marqués par les menottes, une foule de journalistes et de manifestants s'était rassemblée devant le tribunal, alertés par la vidéo virale d'un passant. Anna, droite et inflexible, sentit une énergie nouvelle l'envahir. Ce n'était plus seulement son combat, mais celui d'une communauté entière, révoltée par des décennies d'abus. Aujourd'hui, dans la salle d'audience, elle allait transformer cette indignation en une arme pour faire tomber Carter et le système qui le protégeait. Le tribunal, un bâtiment imposant aux colonnes de pierre, vibrait d'une tension palpable. À l'intérieur, Anna se tenait à la table des accusés, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccablement coupé, son port altier contrastant avec les murmures nerveux des spectateurs. Son avocate, Sophie Laurent, une femme méthodique, au regard acéré, triait ses documents avec une précision chirurgicale. Anna, les poings serrés, observait l'entrée de James Carter. L'officier, toujours vêtu de son uniforme, avançait avec une assurance feinte, mais ses épaules crispées trahissaient une nervosité nouvelle. La foule dans la salle, composée de membres de la communauté latino et d'activistes, lançait des regards accusateurs, leurs murmures montant comme une tempête prête à éclater. Anna croisa les yeux de Carter, et cette fois, il détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité de sa colère. Le juge, Pierre Dubois, un homme d'âge mûr au visage sévère, entra, imposant le silence d'un coup de marteau. « Commençons », déclara-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Sophie se leva, sa présence imposante captant l'attention. « Votre honneur », commença-t-elle, « ma cliente, la lieutenant-colonel Anna Morales, a été arrêtée illégalement par l'officier James Carter sans motif valable. De plus, nous avons des preuves d'un comportement raciste systématique de sa part, ciblant spécifiquement les conducteurs latinos. » Un frisson parcourut la salle. Carter, assis à l'autre bout, se raidit, son visage rougissant sous la pression. Anna sentit une vague de fureur monter en elle. Ce n'était pas seulement son honneur bafoué, mais celui de tous ceux qui avaient souffert sous le joug de Carter. Un élément dramatique surgit alors, ajoutant une tension explosive. Sophie présenta une nouvelle pièce à conviction, un enregistrement audio récupéré par un informateur anonyme d'une conversation entre Carter et un collègue où il se vantait de remettre les Mexicains à leur place lors des contrôles routiers. La salle explosa en murmures indignés et Anna, bien que maîtrisant son expression, sentit une rage incandescente l'envahir. Cet enregistrement, brut et accablant, révélait non seulement l'arrogance de Carter, mais aussi son mépris raciste assumé. « Votre honneur », poursuivit Sophie, brandissant le dossier, « cet officier a abusé de son pouvoir pour harceler et intimider des citoyens en raison de leur origine. Le cas de ma cliente n'est que la pointe de l'iceberg. » Carter, acculé, tenta de se défendre. « Elle a résisté !» cria-t-il, sa voix tremblante de panique. Mais Sophie, implacable, projeta la vidéo du passant sur un écran. Les images montraient Randy Carter, agressif et provocateur, insultant Anna et la menottant sans raison valable. La foule dans la salle retint son souffle, certains criant « Honte !» alors que les preuves s'accumulaient. Anna, immobile, sentait son cœur battre à tout rompre. Chaque image, chaque mot de Carter était une insulte à sa dignité, à son peuple, à tous ceux qui avaient été réduits au silence. Elle pensa à sa grand-mère, qui lui avait appris à se tenir droite face à l'adversité, et à Luis Delgado, son camarade militaire, qui avait peut-être alerté les médias. Cette pensée renforça sa détermination. Elle ne plierait pas. Le juge Dubois, visiblement ébranlé, ajusta ses lunettes. « Officier Carter, dit-il, sa voix lourde de reproches, ces preuves suggèrent une violation grave du protocole et un comportement discriminatoire. » Carter, désormais pâle, bafouilla une réponse incohérente, mais le mal était fait. La salle vibrait d'une colère collective, un cri silencieux pour la justice. Anna, bien que calme en apparence, sentait une tempête intérieure. Ce tribunal n'était pas seulement un lieu de jugement, c'était un champ de bataille où elle affrontait non pas un homme, mais un système qui avait permis à des hommes comme Carter de prospérer. Sophie conclut « Nous demandons la révocation immédiate de l'officier Carter et une enquête approfondie sur ses pratiques. » Un moment inattendu amplifia le drame. Une femme dans la foule, une latino-américaine d'une trentaine d'années, se leva soudain, les larmes aux yeux. « Il m'a fait la même chose !» cria-t-elle, brisant le silence.
D'autres voix s'élevèrent, révélant un schéma d'abus. Cette explosion spontanée transforma la salle en un chaudron d'indignation. Et Anna comprit que son combat transcendait sa propre histoire. Elle représentait désormais tous ceux qui, comme cette femme, avaient été victimes de Carter. Le juge, submergé par l'émotion de la foule, ordonna une pause, mais Anna savait que l'élan était de son côté. Sa colère, canalisée en une force indomptable, allait ébranler les fondations de ce système corrompu. Alors que la séance était suspendue, Anna échangea un regard avec Sophie, un pacte silencieux entre deux femmes déterminées à changer les choses. Elle savait que la route serait longue, mais cette journée marquait un tournant. Carter, acculé par les preuves et la fureur collective, commençait à sentir le poids de ses actes. Anna, elle, se tenait prête à transformer cette injustice en un cri de ralliement pour la justice, un cri qui résonnerait bien au-delà d'Augusta. La salle du tribunal d'Augusta, Géorgie, vibrait encore de l'indignation collective après les révélations accablantes contre l'officier James Carter. Les échos des cris de la foule, dénonçant ces abus racistes, résonnaient comme un grondement de tonnerre. Anna Morales, lieutenant-colonel au port Altier, se tenait au centre de cette tempête, son regard brûlant fixé sur Carter, dont l'arrogance s'effritait sous le poids des preuves. La vidéo virale, l'enregistrement audio de ses propos racistes et les témoignages spontanés des victimes avaient transformé ce procès en un réquisitoire contre un système corrompu. Alors que le juge Pierre Dubois reprenait la parole, l'air semblait chargé d'électricité, prêt à exploser en un cri de justice. Dans un silence oppressant, le juge frappa son marteau, son visage grave reflétant la gravité du moment. Après examen des preuves, déclara-t-il, sa voix résonnant comme un glas, les charges contre la lieutenant-colonel Anna Morales sont annulées. Un murmure de soulagement parcourut la salle, mais Anna, immobile, gardait une colère froide dans le cœur. Ce n'était pas seulement sa liberté qui était en jeu, c'était la dignité d'une communauté entière, bafouée par des hommes comme Carter. Le juge poursuivit, son ton durcissant. « Officier Carter, les preuves montrent une violation flagrante du protocole et un comportement discriminatoire. Une enquête interne est ordonnée immédiatement. » La salle éclata en applaudissements, mais pour Anna, ce n'était qu'un début. Sa rage, canalisée par des années d'entraînement militaire, se transformait en une détermination implacable. Un coup de théâtre inattendu vint alors intensifier le drame. Alors que Carter, blême et tremblant, tentait de se lever, un jeune officier de police, Javier Ruiz, entra précipitamment dans la salle, un dossier à la main. « Votre honneur, dit-il, la voix tremblante mais résolue, nous venons de découvrir des rapports falsifiés par l'officier Carter dans d'autres affaires impliquant des conducteurs latinos. » La foule retint son souffle et Anna sentit une vague de fureur l'envahir. Ces rapports, cachés pendant des années, révélaient un schéma systématique d'abus, prouvant que Carter avait non seulement ciblé Anna, mais des dizaines d'autres, tous choisis pour leur origine. Cette révélation, comme une bombe, fit vaciller Carter, qui s'effondra sur son siège, son visage déformé par la panique. Anna, les poings serrés, échangea un regard avec son avocate, Sophie Laurent. Ce moment n'était pas seulement une victoire personnelle. Il exposait les entrailles d'un système qui avait permis à Carter de prospérer. La foule, enflammée, scandait « Justice », leur voix amplifiant la colère d'Anna. Elle pensa à sa grand-mère mexicaine, à ses ancêtres qui avaient lutté contre l'oppression, et à Luis Delgado, son camarade militaire, qui avait peut-être contribué à faire circuler la vidéo virale. Cette solidarité, née dans l'ombre d'une nuit d'injustice, prenait désormais la forme d'un mouvement. Carter, acculé, tenta une dernière défense pathétique. Ce sont des accusations exagérées. Mais ces mots se perdirent dans le tumulte, noyés par la clameur d'une communauté qui refusait de se taire. Le juge, exaspéré, ordonna le silence. « Officier Carter, vous êtes suspendu avec effet immédiat, » trancha-t-il, son marteau frappant comme un couperet. Anna, bien que stoïque, sentit une chaleur triomphante monter en elle. Ce verdict n'était pas seulement la fin d'une épreuve, c'était le début de la fin pour des hommes comme Carter, qui utilisaient leur plaque comme une arme contre les minorités. Alors que la salle se vidait, Anna croisa une dernière fois le regard de Carter. Ses yeux, autrefois arrogants, étaient désormais ceux d'un homme brisé, conscient que son pouvoir s'était retourné contre lui. Le verdict retentissant du tribunal d'Augusta, Géorgie, avait ébranlé les murs de pierre et les certitudes de l'officier James Carter, désormais suspendu et accablé par ses propres abus racistes.
Anna Morales, lieutenant-colonel de l'armée, quitta la salle d'audience, son cœur battant d'une colère intacte mais canalisée en une force indomptable. La foule dehors, brandissant des pancartes réclamant justice, l'accueillit comme une héroïne. Les caméras des journalistes tournaient, capturant chaque pas d'Anna, tandis que la vidéo virale de son arrestation et les rapports falsifiés de Carter enflammaient les réseaux sociaux. Mais pour Anna, ce triomphe judiciaire n'était que le début. La rage qui l'animait, nourrie par l'injustice subie et les cris des victimes oubliées, se muait en un cri de guerre pour un changement systémique. Dans les jours qui suivirent, Augusta devint le théâtre d'une révolte silencieuse mais puissante. Anna, installée dans un café discret de la ville, sirotait un café noir, son regard fixé sur les manchettes des journaux. Une officière militaire dénonce un policier raciste. Chaque titre était une étincelle, chaque article un appel à l'action. Mais un événement inattendu fit monter la tension. Une lettre anonyme, glissée sous la porte de son appartement, contenait une liste de noms. 25 autres victimes de Carter, toutes des personnes de couleur, arrêtées sous des prétextes fallacieux au fil des années. La lettre, écrite à la main, vibrait d'une douleur contenue, comme un cri étouffé par des années de silence. Anna, en lisant ces noms, sentit une fureur incandescente l'envahir. Ces gens, comme elle, avaient été ciblés pour leur origine, leur peau, leur existence même. Cette découverte transforma sa lutte personnelle en une mission collective. Elle contacta immédiatement son avocate, Sophie Laurent, qui organisa une réunion d'urgence avec les victimes. Dans une salle communautaire bondée, Anna rencontra des visages marqués par la peur et l'espoir. Maria, une mère célibataire, arrêtée pour une infraction mineure. Jamal, un étudiant accusé sans preuve. Elena, une infirmière menacée par Carter. Leurs histoires, toutes marquées par le même mépris raciste, firent bouillir le sang d'Anna. « Il m'a dit que je n'avais pas ma place ici », murmura Maria, les larmes aux yeux. Anna, les poings serrés, jura de porter leur voix au-delà de cette salle. « Nous ne sommes pas seuls », déclara-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Ensemble, nous allons détruire le système qui protège des hommes comme Carter. » Un rebondissement dramatique survint lorsque Luis Delgado, son camarade militaire, révéla qu'il avait secrètement collaboré avec un journaliste d'investigation. Ensemble, ils avaient exhumé des courriels internes prouvant que les supérieurs de Carter avaient ignoré des plaintes contre lui pendant des années. Cette révélation, diffusée en direct sur une chaîne locale, déclencha une vague de manifestations à Augusta. Des pancartes brandissèrent le nom d'Anna, symbole d'une révolte contre l'injustice raciale. Sa colère, désormais partagée par des milliers de personnes, devint une force collective. Elle pensa à sa grand-mère mexicaine qui lui avait appris à ne jamais plier, et à ses victimes, dont les vies avaient été brisées par l'impunité. « Ce n'est pas seulement ma victoire », murmura-t-elle, les yeux brillants d'une détermination farouche, « c'est la leur. » Anna et Sophie déposèrent une plainte collective au nom des 25 victimes, transformant l'affaire en un scandale national. Les manifestations s'intensifièrent, les cris de « Justice pour tous » résonnant dans les rues. Anna, au cœur de ce mouvement, savait que chaque pas était un défi au système. Sa rage, loin de s'éteindre, alimentait une vision d'un futur où aucun Carter ne pourrait abuser de son pouvoir. Si cette lutte vous révolte, laissez un commentaire avec « Ensemble » et partagez cette histoire pour amplifier ce cri de justice. La suite vous réserve un bouleversement qui ébranlera tout Augusta. Les rues d'Augusta, Géorgie, vibraient encore de l'écho des manifestations, où des pancartes brandissaient le nom d'Anna Morales, devenue le symbole d'une lutte acharnée contre l'injustice raciale. Après le verdict qui avait fait tomber James Carter, suspendu et accablé par des preuves accablantes de ses abus, Anna, lieutenant-colonel de l'armée, ne se reposait pas sur ses lauriers. La plainte collective des 25 victimes, révélée par une lettre anonyme, avait transformé son combat personnel en une croisade nationale. Chaque nom sur cette liste, chaque histoire de douleur et d'humiliation, attisait la rage d'Anna, une fureur qui ne demandait qu'à renverser un système corrompu. Alors qu'elle se préparait à prendre la parole lors d'une conférence publique, le poids de cette responsabilité l'enveloppait, mêlé d'une indignation brûlante face à l'impunité qui avait trop longtemps régné. Sous les projecteurs d'une salle comble, Anna se tenait devant un podium, face à une mer de visages, journalistes, activistes, victimes de Carter et même des officiers de police, certains gênés, d'autres inspirés.